Oui, je pense que c'est une mise en garde très justifiée et la Côte d'Ivoire devait le faire, voilà, pour justement mettre fin un peu à toute cette litanie d'accusations, voilà, que le Niger, le Mali, le Burkina en général, les jeunes qui dirigent ces pays-là portent contre la Côte d'Ivoire sans preuve. Dans le cas spécifique du Niger, la réaction était attendue et moi je suis content de la fermeté avec laquelle le gouvernement réagit parce qu'il fallait cela. D'abord, ce sont des accusations infondées qui ne reposent sur aucune preuve. La preuve, quelques heures après, ceux mêmes qui ont fait l'attaque, l'État islamique a revendiqué l'attaque. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de chercher les auteurs de l'attaque ailleurs. Et deuxième chose qui montre qu'ils sont dans la provocation, après la revendication par l'État islamique de l'attaque, on n'a jamais eu ni note d'excuse, ni une autre réaction. Ça veut dire que la sortie des Tiani a été faite sciemment. Ils sont dans une stratégie de diaboliser notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin, parce que ces pays s'opposent justement au fait que l'ordre constitutionnel ne soit pas rétabli dans ces pays-là. Vous savez que depuis le Mali, ça va faire 5 ans, plus de 5 ans maintenant, 6 ans. Le Burkina, on va vers 4 ou 5 ans. Le Niger, pareil, lui, Tiani, il est là, ça fait 2 ans. Donc, voici des jeunes qui ont pris le pouvoir par la force des armes et les pays de la CEDEAO, notamment certains pays de la CEDEAO, notamment avec la Côte d'Ivoire, demandent l'établissement de l'ordre constitutionnel. Voilà ce qui les dérange. Donc ils ne sont pas dans une logique de vouloir faire des transitions pour transmettre le pouvoir à un civil et de telle sorte qu'on puisse rétablir l'ordre constitutionnel. Ils sont dans une logique de confiscation du pouvoir. Donc ils cherchent toujours à créer vraiment, je vais dire, le cafouillage, si je me souviens ici, apporter des accusations fallacieuses pour donner le sentiment qu'eux, ils sont dans une guerre de souveraineté, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Donc la Côte d'Ivoire devait réagir parce que les accusations étaient suffisamment graves pour que la Côte d'Ivoire reste silencieuse. Très grave dans la mesure où c'est l'image, et le reportage l'a dit, du président de la République qui est visée et qui est brocadé là. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas accepter cela. Surtout que cela ne repose sur rien. La Côte d'Ivoire n'est de près ni de loin mêlée à cette attaque-là, puisque, je l'ai dit, ça a été revendiqué. Derrière tout ça, je pense que c'est un paravent pour cacher une réalité triste. Le Niger aujourd'hui, la réalité triste, c'est que le Niger aujourd'hui est incapable, le général Tiani est incapable, non seulement d'assurer la sécurité du Niger, parce qu'il ne peut pas faire face au péril djihadiste. À Niamey, ils ont frappé un site stratégique à l'aéroport où se trouvait le centre de commandement commun des pays de l'AES où ils coordonnaient toutes les opérations de lutte contre le terrorisme. Donc ils l'ont frappé là où ça fait mal. Pour lui, c'est vraiment une humiliation. Deuxième chose, sa gouvernance est désastreuse. Depuis le mois de mai au Niger, il n'y a que des retards de salaire et aujourd'hui ça grogne. La hausse exponentielle du coût de la vie, la baisse du pouvoir d'achat, et il y a une vraie bombe sociale à retardement. Donc, il est incapable de gérer ce pays et donc tout ce qu'il trouve à faire, c'est vraiment de créer cette fausse crise-là en essayant de cacher vraiment la misère aujourd'hui qui est derrière sa gouvernance au Niger. Donc, la Côte d'Ivoire a le droit de réagir parce qu'elle ne peut pas rester silencieuse. Et je pense qu'elle doit s'inscrire maintenant dans cette logique. C'est pourquoi j'ai bien apprécié la réaction du porte-parole du gouvernement. Peut-être que la Côte d'Ivoire a voulu prendre la hauteur les années passées en n'essayant pas de répondre à ces accusations-là. Ils peuvent interpréter ça comme un aveu de faiblesse, alors que ce n'est pas le cas. À un moment donné, il y a un adage qui dit que quand vous êtes dans un bal avec des non-voyants, si quelqu'un, l'un de vous piétine une fois, 2 fois, il faut que vous lui piétinez après la deuxième fois pour que la personne réalise qu'il y a quelqu'un qui est à côté d'elle. Je pense que c'est ça. Je pense que vous allez voir avec cette réaction ferme-là et les pays de l'AES feront attention et je pense que la Côte d'Ivoire a le droit de réagir. Il ne faut plus être silencieux face à des gens qui sont dans la provocation inutile et outrancière. La CEDEAO a toujours gardé une posture de sorte à permettre à ces pays-là de revenir un peu à la raison et de faire marche arrière. Mais ce n'est pas pour autant aussi qu'il faut assister à un lynchage inutile et sans preuve d'un pays, notamment la Côte d'Ivoire, qui est en quelque sorte la locomotive de cette CEDEAO. Comme l'a dit la CEDEAO, elle s'inscrit dans une dynamique constitutionnelle, dans le retour à l'ordre constitutionnel. Mais ce n'est pas pour autant, comme je le disais tantôt, qu'il faut chaque fois, à un moindre coup de fusil, accuser la Côte d'Ivoire et reprocher à la Côte d'Ivoire d'être un pays délinquant, un pays qui fait ou qui donne l'impression de pousser à des attaques terroristes et autres. Donc moi, je me dis, aujourd'hui, il faut que, au-delà même de la réaction de la Côte d'Ivoire, il faut que la CEDEAO s'empare de ces dossiers-là pour le traiter diligemment. Parce que, vous savez, certains l'ont dit tout à l'heure avant moi, quand des personnalités à la tête des pays ne sont pas capables de faciliter un retour à l'ordre constitutionnel ou qu'elles ne veulent pas le faire, elles trouvent toujours des alibis. Et dans l'une des diligences de la CEDEAO
est passé de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Parce qu'il fallait permettre une libre circulation des populations dans cet espace-là en préservant non seulement la sécurité des personnes et des biens. Mais aujourd'hui, le Niger, depuis 2023, a fait un coup d'État et puis a eu à expulser des forces étrangères qui étaient établies sur son sol. Et s'est rapproché de la Russie. Ce qui d'abord même l'a isolé diplomatiquement parce qu'on ne peut pas revendiquer une souveraineté en disant que je veux m'affranchir, je suis panafricain, et on chasse un tuteur pour aller en chercher un autre. Et donc, dans cette manière de procéder, de diriger les choses, on se rend bien compte qu'en termes d'arguments, ce n'est rien d'autre qu'une coquille parce qu'il n'y a pas de contenu. Aujourd'hui, comme Sangaré l'a dit, la base 101 qui est installée sur le site de l'aéroport, où se trouve la quasi-totalité des centres d'opération, non seulement de l'AES, mais également les aéronefs militaires. Ah. Et selon les informations que nous avons reçues de nos confrères, il y a eu d'abord l'attaque, on a pu observer des tirs et des explosions, c'est après que l'armée nigérienne a pu donc faire face à l'assaut. Mais donc ça veut dire qu'il y a un problème même de sécurité, même du périmètre. Parce que vous ne pouvez pas avoir une base opérationnelle, où vous avez une logistique aussi importante, et puis ne pas établir un périmètre de sécurité pour que la logistique qui vous permet de tenir et de défendre votre souveraineté de votre territoire soit aussi facilement pénétrable et qu'on puisse y vraiment apporter un coup. Et donc, ça montre effectivement l'inefficacité, ça montre le manque de maîtrise de la situation des autorités nigériennes, mais face à une population qui est devenue de plus en plus exigeante, qui demande des comptes. Si vous remarquez bien, dans le discours de tous les présidents de l'AES, aucune disposition n'est prise pour un retour à l'ordre constitutionnel. Bien au contraire, on supprime les partis politiques, on enferme les journalistes, on enferme les magistrats, les partis politiques et les associations qu'on appelle ça, à caractère de société civile sont interdits de pouvoir manifester. Mais ne soyons pas surpris que la seule manière de prendre le pouvoir, c'est par un coup d'État. Parce que si tous les instruments qui participent à la démocratie de ces États-là sont mis sur le boiseau, mais comment est-ce qu'on peut penser à renouveler la classe politique? Et donc, il y a un certain nombre de situations qui fait que ces chefs d'État n'ont plus la maîtrise de la situation socio-économique de leur pays. Et donc, il faut faire voyager l'esprit de leurs compatriotes en disant que le tout, ce n'est pas de notre responsabilité, mais c'est les autres. Pensez-vous réellement que si la France veut attaquer le Niger en complicité avec la Côte d'Ivoire et avec le Bénin, est-ce que c'est à un tel, on appelle ça, manège qu'on va assister? Je pense que ça allait être un peu plus important. Que les uns et les autres se consacrent véritablement à sécuriser leurs États, à prendre les dispositions pour que les populations puissent bien vivre. Parce que ce que la Côte d'Ivoire, subit, c'est que la misère qui s'installe au fur et à mesure dans ces États crée un flux important de leurs ressortissants vers la Côte d'Ivoire. Et donc, du coup, ça devient également pesant. Quand vous regardez au nord de la Côte d'Ivoire, tout ce qui a été mobilisé pour recevoir les réfugiés de la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire, vous vous rendez bien compte que cela a un coût. Mais c'est pris en compte par le contribuable ivoirien. Et c'est pour ça que l'État est obligé de donner de la voix, parce que les Ivoiriens ne peuvent pas avoir ce caractère hospitalier vis-à-vis de ces pays. Et en retour, venir donc traîner l'image du chef de l'État dans la boue à travers des affirmations fallacieuses, grotesques qui ne répondent sur aucune preuve matérielle. Et je pense que, point de vue diplomatique, c'est un acte manqué.